Mais auparavant, le tour de l'actualité de ce mercredi avec d'abord la situation en Nouvelle-Calédonie qui nous a permis de suivre un débat fort intéressant à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas toujours le cas. Un débat qui s'inscrivait dans une séance de questions d'actualité, c'est-à-dire la procédure qui permet aux députés d'interpeller les ministres qui leur répondent immédiatement. Avec un face-à-face au sommet, puisque l'ancien président Giscard d'Estaing intervenait pour la première fois depuis son retour au Palais Bourbon. C'est le Premier ministre qui lui a répondu. M. Fabius qui a notamment indiqué qu'un débat sur la Nouvelle-Calédonie aurait lieu dans les 15 jours à venir. Écoutez l'échange entre l'ancien président de la République et l'actuel Premier ministre. La question que je vous pose est de savoir pourquoi êtes-vous revenu sur l'application de ce statut que vous avez voulu et que vous avez fait voter, et vous êtes revenu à la fois dans la lettre et dans l'esprit. D'abord, pendant son application, vous êtes garant de la sécurité et des libertés publiques. Monsieur le Premier ministre, ma proposition est la suivante. Puisque, pour vous, pour votre gouvernement, l'autodétermination paraît appeler en écho l'indépendance, permettez aux Néo-Calédoniens de pouvoir exercer librement leur choix et que nous puissions préparer, nous qui le souhaitons avec eux, une autre formule, un autre statut, une départementalisation progressive, effaçant en effet les privilèges, mais en même temps assurant l'égalité progressive des chances de toutes les communautés, la communauté kanak, les autres, et la communauté des Français vivant sur place. Et mettez aux voix, au moment de l'autodétermination, le choix entre ces deux options. Qu'est-ce que le gouvernement souhaite dans cette affaire? Éviter les affrontements, trouver une solution qui respecte les droits légitimes de chaque communauté. Et je voudrais, si vous le voulez bien, parmi les nombreux commentaires que ce difficile dossier a fait jaillir, vous en citer un qui m'a plus particulièrement touché. La difficulté du problème ne date pas de mai 1981, et donc tous les gouvernements, depuis ces 2 dernières décennies, ont une part de responsabilité. D'autre part, parce que rien ne doit être fait ou dit qui puisse rendre le climat plus tendu. Ce texte est de M. Stasi. Je constate, Monsieur le Président Giscard d'Estaing, aujourd'hui, vous ne pouvez pas, ou pas encore, être d'accord avec le gouvernement de la France. Je souhaite que vous soyez au moins d'accord avec M. Stasi. Grave écart de langage ou traduction au vitriol de l'exaspération que nourrit dans les milieux politiques la situation en Nouvelle-Calédonie. Un vif et grave incident a opposé cet après-midi à l'Assemblée nationale, au cours des questions au gouvernement, un député RPR, Didier Julia, qui est le délégué national du mouvement au Dom-Tom, et le président de l'Assemblée, Louis Mermaz. Après une suspension de séance, le Premier ministre, Laurent Fabius, a dit son indignation. Jean-Louis Le Senne. Si vous arriviez contre la Constitution, contre la démocratie, à donner le pouvoir à une petite minorité appuyée sur des bandes armées, vous aurez découvert le national-socialisme, et cela, nous ne l'accepterons pas. Ce n'est pas possible de laisser traîner des mots aussi sales. Ce n'est pas possible. Retirez ces expressions, je regrette. On n'a pas le droit de déshonorer les gens, même avec des si. Je vous demande de retirer ces mots. Monsieur le Président, Monsieur Julia. On n'a pas le droit de déshonorer la France, même avec des actes en Nouvelle-Calédonie. Monsieur Julia, vous me faites vraiment pitié. Je m'excuse, la séance est suspendue. 1 heure plus tard, le bureau de l'Assemblée n'ayant pas prononcé de sanction, le président stigmatise sans plus. Et d'exprimer ici, mes chers collègues, une très profonde réprobation. Monsieur le Premier ministre. Mesdames et messieurs, utiliser le mot d'apartheid et le mot de nazisme pour qualifier l'attitude de la majorité et du gouvernement est indigne, Je me permettrai de vous dire, monsieur Seguin, s'agissant du nazisme et de ses conséquences sur la vie des hommes, que dans ma famille, moi je sais ce que ça veut dire.
3 gendarmes massacrés à l'arme blanche en Nouvelle-Calédonie, 27 autres séquestrés quelque part dans la brousse sur l'île d'Ouvéa. C'est le bilan de l'opération Commando menée très tôt ce matin par les indépendantistes kanaks. Difficile de faire le point car il est actuellement 5 heures du matin à Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Seule certitude, cette affaire ravive les passions à la veille des élections. Dimanche, les néo-calédoniens sont appelés aux urnes à la fois pour l'élection présidentielle et pour les élections régionales. Le film des événements avec notre envoyé spécial, Dominique Thiers. Postés sur le toit de l'aéroport d'Ouvéa, les gendarmes ont pris position. 200 hommes ont été envoyés en renfort de Nouméa. 3 morts, 3 gendarmes abattus à l'arme blanche, des machettes, des sabres. La nouvelle a ébranlé le territoire. Ils se sont fait surprendre tôt ce matin dans le cantonnement de Fayaoué. Ils ont été désarmés et c'est sans doute à cet instant que les coups de feu ont claqué. Par rotation, les hélicoptères Puma chargés d'hommes se sont rendus sur les lieux, au moment où l'on apprenait que les assaillants avaient pris en otage et emmené avec eux 26 gendarmes. Sur toute l'île, des barrages ont été mis en place et pour Diku Kewe, le sénateur RPR, cette opération commando est un acte de terrorisme. Je crois qu'il est important que tous les Français condamnent ardemment le terrorisme qui se fait en Nouvelle-Calédonie à travers le FLNKS. Car ce ne sont pas des actions d'hommes libres, ce sont des actions de sauvagerie. Côté indépendantiste, une seule affirmation, c'était prévisible. Dans ma tribu, à moi, il y a des gens, beaucoup de jeunes qui disent maintenant, avec des vieux, que mourir c'est vivre. Et il faut absolument qu'on installe le dialogue. Et M. Ponce, il a une grande responsabilité dans tout ça. Il a voulu dire que les Kanaks n'existent pas, que nous ne sommes pas le peuple indigène. On ne dit pas ça à des peuples agricoles comme nous, là, que nous ne sommes pas liés à la terre. Ça y est, ça va continuer. Vous êtes inquiet pour ce qui pourrait se passer dans les jours qui viennent? Mais nous tous, on est là. On sait qu'on va crever. Sur l'aéroport de Magenta à Nouméa, un homme lutte entre la vie et la mort. Il vient d'être rapatrié de l'île où se sont produits les affrontements. C'est le gendarme le plus grièvement blessé. Il a 3 balles dans la tête. Avec lui, 3 Mélanésiens, eux aussi atteints par balles, à l'abdomen et aux jambes. Ils faisaient partie du commando. Le sinistre balai des avions qui ramenait les familles des gendarmes vivant à Ouvéa s'est poursuivi tard dans l'après-midi. Nous sommes tenus à distance derrière les vitres de ces camionnettes, la dépouille d'un des gendarmes tués. Toutes les opérations de recherche ont cessé dès la tombée de la nuit. Elles reprendront demain matin à l'aube. À Nouméa, à l'état-major de la gendarmerie, on pense que les 26 personnes prises en otage ont été réparties par groupe dans toute l'île. À 48 heures du scrutin régional et présidentiel, les autorités locales sont, selon leur propre expression, très préoccupées. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 3 gendarmes ont été abattus ce matin à Ouvéa et 27 autres sont à l'heure actuelle détenus en otage par des indépendantistes dans le nord de l'île à proximité de la tribu de Gossana. Des renforts ont immédiatement été dépêchés sur place et une opération est actuellement en cours pour récupérer les otages et pour arrêter les auteurs de cette agression. Dès que la nouvelle a été connue, une de nos équipes s'est immédiatement rendue à Ouvéa. Le reportage de Benoît Sodo. Même si le trafic commercial n'a jamais été interrompu, l'aéroport d'Ouloup présentait aujourd'hui son visage des mauvais jours. Déclaré zone militaire sous haute surveillance, l'aérodrome et ses bâtiments étaient entièrement occupés par les forces de l'ordre qui, toute la journée, ont reçu des renforts. Ce que nous avons vu depuis ce matin ici à Ouvéa, c'est un va-et-vient de Puma et de Transal, les avions militaires, quelques camions militaires, un dispositif radio visiblement sophistiqué puisque toutes les lignes téléphoniques ont été coupées avec la Grande Terre, de nombreux gendarmes en armes, dont certains, vous le voyez peut-être, sont postés actuellement sur les toits de l'aéroport, d'autres tapis le long de la piste. À 13h40 cet après-midi, un Puma en provenance de Fayaoué, à 4 km d'ici, a apporté des dépouilles que l'on nous dit celles de 3 gendarmes. Mais ce transport, nous ne pouvons pas vous le montrer ce soir, car les 5 journalistes qui ont fait le déplacement de Nouméa ce matin ont été littéralement enfermés dans un hangar tout près de la piste. Impossible, naturellement, dans ces conditions, de filmer quoi que ce soit et de rapporter des images. Celles-ci sont donc prises à la sauvette. C'est un Puma comme celui-ci qui tout à l'heure a évacué les 2 gendarmes et le mobile qui auraient été abattus à l'arme blanche
au cours de l'attaque de la brigade de Fayaoué ce matin vers 8 h. Ici, on ne dispose que d'informations partielles. On croit savoir que 3 camions de la brigade et des armes auraient été subtilisés. Vous savez comment les gendarmes ont été assassinés? Non, pas du tout. Je peux pas vous dire. Franchement, on écoutait RFO, vous voyez, on écoutait RFO et puis c'est tout. Hein. On sait aussi que l'épouse d'un des gendarmes se serait réfugiée au presbytère et que les enfants des écoles auraient été ramenés chez eux par mesure de sécurité. On sait enfin que dans le nord, 27 gendarmes ont été pris en otage à Gossana. Face aux centrales, les lignes téléphoniques ont été coupées. On les réparait tout à l'heure. Ah, je pense que ça doit être un coup de sable. Le coup d'âge, le poteau, il aurait ramassé. Plus loin, sur la route, face à la gendarmerie, un nouveau barrage interdit tout passage. C'est là que ce matin, la brigade aurait été prise d'assaut et que le drame se serait produit. UVA s'endort ce soir sous haute surveillance. Bonsoir. Les suites des incidents meurtriers de Nouvelle-Calédonie et de la prise en otage hier de 26 gendarmes, à l'issue d'un conseil restreint réuni par le Premier ministre à Matignon, le ministre des Dom-Tom, M. Bernard Pons, a immédiatement quitté Paris en début d'après-midi pour la Nouvelle-Calédonie, où le FLNKS a fait connaître les conditions qu'il posait à la libération des otages. Parmi elles, l'annulation des élections territoriales dont les opérations, couplées avec celles de l'élection présidentielle, doivent commencer incessamment puisque le jour est déjà levé là-bas. La situation est très tendue. Marie-Odile Pagnès. D'importants renforts de gendarmerie sont arrivés aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie pour maintenir l'ordre au lendemain de l'attaque meurtrière d'UVA. Malgré cela, de nombreux incidents ont eu lieu sur la côte Est. À Canala, des coups de feu tirés sur une voiture ont blessé 3 Européens. Leurs jours ne sont pas en danger. À Yengen, les forces de l'ordre ont eu recours au gaz lacrymogène pour disperser des manifestants indépendantistes qui ont riposté par des jets de pierre. Dans l'île d'UVA, plus de 300 hommes patrouillent toujours afin de localiser les 27 gendarmes otages et leurs ravisseurs. Le FLNKS a fait connaître les conditions de leur libération. Annulation des élections régionales qui doivent débuter dans quelques heures, retrait des forces de l'ordre d'UVA et nomination d'un médiateur. Léopold Géraudier, l'un des dirigeants indépendantistes, a ajouté que si ces conditions n'étaient pas respectées, le FLNKS se mobiliserait pendant les 3 prochains mois pour forcer le futur président de la République, quel qu'il soit, à négocier. Voilà pour le territoire métropolitain. En Nouvelle-Calédonie, c'est la nuit maintenant. Les résultats de l'élection présidentielle sont connus là-bas, mais tenus secrets jusqu'à 20 h, bien entendu. En revanche, ceux de l'élection régionale qui se tenaient parallèlement sont les suivants. Le RPR local, le RPCR, obtient 35 sièges sur les 48 à pourvoir dans le futur congrès de l'Assemblée législative locale. Le Front national obtient 8 sièges. 2 listes d'hiver droite, 3 sièges, et enfin une liste constituée par des indépendantistes dissidents qui n'avaient pas répondu aux ordres de boycott du vote, disposera, lui, de 2 sièges. La participation a été de 56,37% lors du référendum en septembre dernier, également boycotté, il faut le signaler, par les indépendantistes. La participation avait été de 59,1%. La journée de vote en Nouvelle-Calédonie a été marquée par la mort d'un 4e gendarme grièvement blessé lors de la prise d'otage de ses 26 collègues il y a 3 jours. 26 gendarmes qui restent toujours retenus en otage par des indépendantistes. Journée marquée également par des incidents en brousse. 10 gendarmes ont été blessés, dont un assez sérieusement, alors que le scrutin s'est déroulé normalement dans la capitale du territoire, Nouméa, où réside la majorité de la population. Dominique Thiers, Dominique Merlin. Bulletin bleu pour les élections présidentielles, orange pour les régionales. Les habitants de Nouvelle-Calédonie ont voté 2 fois. Participation massive à Nouméa, comme dans la grande majorité des communes du sud et de l'ouest de l'île. Abstention importante dans l'est et dans les loyautés. 139 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire, une trentaine d'entre eux n'ont pu fonctionner. Des élections encadrées par de nombreuses patrouilles des forces de l'ordre. Aujourd'hui encore, 8 gendarmes ont été blessés par des coups de feu, des jets de pierre ou des engins incendiaires. Branchages, troncs d'arbres, clous, bris de verre, les indépendantistes ont empêché toute circulation aujourd'hui en direction de Canala, un village de la côte Est. Ils répondaient au mot d'ordre du FLNKS, un mot d'ordre qui appelait, selon les termes employés par le bureau politique, à une mobilisation musclée.
De fait, on voyait de nombreuses armes sur les barrages installés par les jeunes indépendantistes des tribus. C'est d'ailleurs ici que quelques heures après notre passage, 6 gendarmes ont été blessés alors qu'ils tentaient de dégager la voie. Tension extrême aussi, sur l'île de Marais, sur celle de Lifou. À Saint-Louis, dans la banlieue de Nouméa, ils avançaient avec beaucoup de précautions à la recherche de tireurs isolés. C'est donc une situation pour le moins délicate que Bernard Ponce trouvera à son arrivée sur le territoire. À Ouvéa, on est toujours sans nouvelles, les gendarmes pris en otage depuis 3 jours par les indépendantistes. Et l'un de ceux qui a été grièvement blessé lors de l'attaque du cantonnement de Fayaoué vient de décéder. La nuit dernière, sur l'île d'Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie, les 23 personnes qui étaient détenues en otage ont elles aussi été libérées. Contexte différent, vous le savez, car sur place, en Nouvelle-Calédonie, les forces de l'ordre ont lancé un assaut contre les preneurs d'otages. Le bilan est très lourd. 17 morts, 15 militants indépendantistes et 2 militaires. L'opération a débuté à 6h15 heure locale, mais les 300 représentants des forces de l'ordre qui ont donné l'assaut à la grotte réputée imprenable n'ont délivré les otages qu'après 8 heures d'efforts. Au cours d'une conférence de presse donnée au Haut-Commissariat à Nouméa, Bernard Ponce a détaillé le déroulement des événements, indiquant que 2 revolvers de gros calibre et des clés de menottes avaient été fournis aux captifs, leur permettant ainsi de participer à la fusillade depuis l'intérieur de la grotte. L'effet de surprise n'a pas joué tout à fait. Les ravisseurs, au nombre d'une trentaine, étaient parfaitement organisés. Je savais que ce serait une opération difficile, parce que je crois que c'est une prise d'otage qui fait date. Généralement, on se trouve face à 2 ou 3 ravisseurs armés d'un mauvais pistolet. Là, on avait une véritable bande armée. Donc je savais que c'était une opération difficile et je voulais prendre toutes les précautions, prendre mon temps pour la préparer. Et si l'on avait pu obtenir que les ravisseurs rendent leurs otages sans attaquer le site, j'aurais été ravi. Malheureusement, ça n'a pas été possible. En dépit de ces événements et du lourd bilan de l'opération, le calme règne maintenant en Nouvelle-Calédonie, mais le FLNKS dénonce l'intervention militaire. Yewene et ses amis parlent de gâchis, de morts inutiles qui seront vengées. Le bilan de l'opération d'Ouvéa, qui a fait, je vous le rappelle, 17 morts, 6 blessés, 15 arrestations, suscite quelques réserves dans la classe politique. Je vous propose d'écouter 3 réactions collectées tout à l'heure par Bernard Pradino. Il est clair maintenant que M. Chirac et les siens pratique une politique de coup de théâtre et essaye de peser sur les émotions collectives des Français. En ce qui concerne l'opération militaire en Nouvelle-Calédonie, qui est concomitante et qui intervient également 3 jours avant le second tour de l'élection présidentielle, elle a abouti à la libération des gendarmes et du magistrat. C'était un impératif absolu. Mais elle se termine par 17 morts. J'approuve le gouvernement d'avoir pris cette méthode et d'avoir fait obtenir force à la loi. Je crois qu'il y a des moments où le gouvernement doit faire face et doit faire front et faire respecter l'autorité de la loi et de l'État. Le gouvernement français s'est livré ce matin à un acte purement colonial. C'est la politique de la canonnière. Et ce qui s'est passé ce matin ne grandit pas l'image de la France. 23 gendarmes ont été libérés, mais au prix de la mort de 15 Kanaks. On ne peut pas considérer cela comme un succès. Et cela fait surtout la démonstration que la vie d'un Mélanésien n'a décidément pas le même prix que celle d'un Blanc en Nouvelle-Calédonie. Calme sous tension, ainsi peut-on, on vient de le voir, s'exprimer à propos de la Nouvelle-Calédonie à la veille du vote de demain. Le ministre des Territoires et Départements d'Outre-mer, M. Bernard Ponce, a quitté le territoire et apparemment les indépendantistes du FLNKS n'ont pas l'intention de troubler la journée du scrutin. Tout de même, les forces de l'ordre sont en état d'alerte maximum. François Cornet. Le VBRG nous ouvrira mission spéciale aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie pour les pelotons de gendarmerie mobile. L'escorte jusqu'au bureau de vote dans les points les plus chauds, notamment ceux de la côte est de la Grande Terre, des représentants de l'État comme ce fonctionnaire qui embarque ici dans un VBRG, un véhicule blindé à roues de la gendarmerie.
Chargé de surveiller le scrutin, de transmettre à Nouméa par radio les taux de participation à différentes heures de la journée et les résultats du vote, ces représentants de l'État seront présents dans toutes les mairies. Leur transport par engin blindé illustre bien le climat de tension qui règne ici après l'affaire d'Ouvéa et à la veille de ce deuxième tour. Être transporté comme ça avec des engins blindés, ça fait pas un drôle d'effet? Ça fait peut-être un drôle d'effet, mais en fait pour la sécurité, il vaut mieux. Vigilance et précaution. Deux consignes données aux forces de l'ordre pour assurer sur la Grande Terre et sur les îles le déroulement dans la légalité de l'élection présidentielle. À l'heure où Bernard Pons quittait aujourd'hui le territoire pour Paris, laissant au haut-commissaire délégué du gouvernement tous les pouvoirs en Nouvelle-Calédonie, les escadrons de gendarmerie, eux, faisaient mouvement vers les bureaux de vote pour assurer demain leur protection. 2700 gendarmes ont été mobilisés pour cette mission. L'ensemble des unités de la gendarmerie et des autres armées ont été mises en état d'alerte en Nouvelle-Calédonie. À Nouméa, les indépendantistes du FLNKS n'acceptent pas la version officielle de l'assaut donné par les forces de l'ordre pour libérer les 23 gendarmes otages la semaine dernière. Ils affirment que le chef du commando indépendantiste et 2 des siens ont voulu se rendre et qu'ils ont été abattus. Faux, absolument faux, répond le général Vidal qui commandait l'assaut. Dans l'île d'Ouvéa, sur les lieux mêmes de l'affaire, se sont déroulées aujourd'hui les obsèques des 19 indépendantistes tués lors de l'attaque de la grotte où ils séquestraient les gendarmes otages. Et parallèlement, sur cette terre encore marquée de violence, avait lieu le deuxième tour de l'élection présidentielle. François Cornet. Au-delà des événements, ces cercueils alignés dans une fosse commune creusée dans le corail au bord du Pacifique marqueront durant longtemps la conscience des habitants des îles et de toute la Nouvelle-Calédonie. C'est une affaire qui ne s'oubliera jamais, cela. Ouvéa, le nom d'un atoll paradisiaque avant ce matin-là. Aujourd'hui, la communauté kanak est venue voter dans la petite mairie jouxtant la gendarmerie. Le meurtre des gendarmes, la prise d'otages, l'assaut contre la grotte, les 19 morts de l'île et ceux des forces de l'ordre sont dans toutes les consciences. Mais le devoir pour la France sur cette île du bout du monde, à 20 000 km de la métropole, a été accompli par la quasi-totalité des habitants, à 100% kanak. À Paris, la polémique continue autour de l'assaut d'Ouvéa. Précisément, le ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Chevènement, a affirmé aujourd'hui qu'il était un peu trop facile de faire porter le chapeau aux militaires qui ont donné l'assaut. Écoutez-le. Il m'apparaît pour ma part que toutes les possibilités de médiation n'ont pas été utilisées. Je parle de médiation avec les ravisseurs par M. Pons. Et que la décision d'intervenir comportait de très gros risques pour la vie des 23 gendarmes retenus en otage. Quant à l'exécution de l'opération de libération, 3 jours avant le deuxième tour de l'élection présidentielle, elle était extrêmement périlleuse. Il me paraît, pour ma part, un peu trop facile de faire porter le chapeau aux militaires qui ont eu 2 tués dans l'assaut. Je souhaite que, dans l'intérêt de la France et de la démocratie, les préjugés n'emportent pas des conclusions prématurées et injustes sur la base de témoignages qui sont forcément très fragiles. Dans une affaire où, par ailleurs, la justice est saisie et doit faire son travail. Imprévisible Jacques Lafleur, le pilier du RPR local, porte-drapeau de la lutte anti-indépendantiste. Depuis plusieurs mois, il demandait avec force la dissolution du FLNKS. Aujourd'hui, il accepte de rencontrer ses adversaires, Jean-Marie Djibaou, voire de négocier avec lui à certaines conditions. Quand il aura retrouvé cette liberté d'appartenir à un parti qui donne son opinion, mais qui ne veut rien imposer par la violence, tous les espoirs sont permis. En quelques semaines, 2 événements ont sans doute pesé dans la réflexion du député Lafleur, mais aussi de tous les esprits en Nouvelle-Calédonie. 2 événements qui ont agi en quelque sorte comme des électrochocs. La tragique affaire d'Ouvéa, la réélection de François Mitterrand à la présidence de la République.
Lorsque la mission nommée par le Premier ministre arrive à Nouméa, c'est pour entendre, écouter, renouer, comme on l'a dit souvent, les fils du dialogue. Un objectif aujourd'hui partiellement accompli. De la côte Est à la côte Ouest, partis politiques, syndicats, hommes d'église, partenaires économiques, tous ont été reçus. Chacun des 6 envoyés spéciaux a enregistré des dizaines de témoignages. Pour le préfet, Christian Blanc, il doit à présent remettre un rapport à Michel Rocard. Il ne s'agit pas pour lui d'élaborer un nouveau statut. Cela, c'est la tâche du gouvernement. Pourtant, Jacques Lafleur, lui, y pense à ce futur statut. Dans une interview accordée au Figaro, il déclare ne pas être favorable à une partition du territoire, mais, dit-il, un mauvais accord vaut mieux qu'une bonne guerre civile. Ce n'est pas sans surprise que ces propos ont été enregistrés à Nouméa. Surprise au sein du propre parti de Jacques Lafleur, surprise aussi des indépendantistes. Je pense que le ton est intéressant. Il est surtout nouveau dans cette période, et surtout depuis 1986. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans le panier des sacrifices et des concessions, je ne sais pas. Nous, de toute façon, on attend aussi pour voir. La période semble donc propice à une rencontre des différents partenaires concernés par l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et pour l'instant, sur cet avenir, le gouvernement affirme avoir aucune idée préconçue. Madame, Monsieur, bonjour. On savait qu'il était important pour le Premier ministre, Monsieur Michel Rocard, de trouver très vite un début de solution au problème de la Nouvelle-Calédonie, il l'avait dit. Eh bien, ce matin à l'aube, 4 heures du matin exactement, à l'hôtel Matignon, un accord a été signé entre le gouvernement et toutes les parties intéressées, indépendantistes et anti-indépendantistes. Au terme de cet accord, l'État va administrer directement le territoire pour une durée d'1 an. L'ensemble du peuple français va être consulté par référendum sur les nouvelles institutions à mettre en place en Nouvelle-Calédonie. Enfin, un scrutin d'autodétermination sera organisé sur le territoire, et cela dans un délai de 10 ans. Voilà pour les grandes lignes de l'accord sur lequel nous allons revenir. Mais tout de suite, la chronologie des événements de ce matin. Véronique Saint-Olive, Philippe Baron et les moyens à chef d'Antenne 2. Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur côte à côte. Michel Rocard leur faisant face, c'était à Matignon en fin de matinée. L'accord sur la Nouvelle-Calédonie venait d'être signé. Et si tous les problèmes ne sont pas résolus, loin de là, pour tous, un grand pas venait d'être franchi. Depuis 15 jours, au terme de longues heures de négociations, les délégations de Nouvelle-Calédonie, conduites par messieurs Lafleur et Djibaou, ont ensemble donné leur accord à ce que l'État reprenne, pour les 12 prochains mois, l'autorité administrative sur le territoire, de manière à garantir l'impartialité de l'action publique. La sécurité et la protection de tous doivent être assurées. Des actions de développement économique et social et de formation seront mises en œuvre, notamment pour les régions défavorisées. À l'automne, je proposerai à Monsieur le Président de la République, qui a suivi avec une extrême attention l'ensemble de ces conversations, que le peuple français soit consulté par référendum sur ces institutions nouvelles, afin qu'il apporte, lui, le peuple français, sa garantie la plus haute, la plus fiable, la plus durable. Dans 10 ans, par un nouveau scrutin d'autodétermination, c'est à nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie eux-mêmes qu'il appartiendra de choisir les voies et moyens de leur destin. J'ai le sentiment, après 15 jours de négociations, de travail, que nous avons réussi à comprendre, tous autant que nous sommes, que nous devions savoir donner, savoir pardonner. Et c'est ce que nous sommes parvenus à faire, je le crois, pour l'avenir. Choisir entre pouvoir travailler en sécurité et s'entretuer, je pense que les délégations étaient conscientes, c'était même émouvant parfois, et je pense que la Calédonie
Même si pour les militants c'est un peu dur peut-être dans l'immédiat, je pense que l'avenir saura reconnaître que ces accords ont constitué un pas important. Les bases de l'accord sont établies. Reste maintenant aux responsables à en préciser le contenu et aux populations calédoniennes à le vivre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le fait du jour est bien entendu politique. Jean-Marie Tjibaou, Jacques Lafleur et Michel Rocard ont signé hier soir à Paris un accord sur l'avenir du territoire. C'est donc l'aboutissement d'un processus de discussion engagé à Nouméa d'abord, puis directement à l'hôtel Matignon, sous la responsabilité des plus hautes autorités de l'État. Cet accord politique, au-delà de son aspect symbolique, prévoit plusieurs volets et c'est le Premier ministre lui-même qui, lors d'une conférence de presse à Paris, a rendu public les dispositions de cet accord. Benoît Sodo. Depuis 15 jours, au terme de longues heures de négociations, les délégations de Nouvelle-Calédonie, conduites par messieurs Lafleur et Tjibaou, ont ensemble donné leur accord à ce que l'État reprenne pour les 12 prochains mois l'autorité administrative sur le territoire de manière à garantir l'impartialité de l'action publique. À l'automne, je proposerai à Monsieur le Président de la République, qui a suivi avec une extrême attention l'ensemble de ces conversations, que le peuple français soit consulté par référendum sur ces institutions nouvelles, afin qu'il apporte, lui, le peuple français, sa garantie la plus haute, la plus fiable, la plus durable. Dans 10 ans, par un nouveau scrutin d'autodétermination, c'est à nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie eux-mêmes qu'il appartiendra de choisir les voies et moyens de leur destin. Le reste de l'actualité maintenant, premier discours de Michel Rocard en Nouvelle-Calédonie. Le Premier ministre a appelé les Français à relever le défi de la décolonisation. Moins d'une semaine après la signature définitive de l'accord sur l'avenir du territoire, Michel Rocard a tenu à se rendre lui-même sur place. Compte rendu tout de suite, Rachid Arabe. Petit conseil des ministres à 10 000 mètres d'altitude. En vol vers Nouméa, Michel Rocard, Pierre Bérégovoy, Pierre Jox et Louis Le Pinsec travaillent sur dossier avant d'être confrontés à la réalité calédonienne. En découvrant la Nouvelle-Calédonie profonde, Michel Rocard a certes fait connaissance avec des coutumes, mais aussi avec des problèmes concrets et quotidiens. Monsieur le Premier ministre, on vous donne cette lettre parce que on a une demande dedans et puis on vient pour vous accueillir. Aujourd'hui, Michel Rocard a beaucoup parlé d'éducation, d'agriculture ou encore de transport. Sur l'île de Lifou, le Premier ministre s'est déplacé lui-même en autobus. Retour ensuite vers les problèmes plus politiques à l'hôtel de ville de Nouméa avec une surprise. Ces habitants européens de la capitale calédonienne applaudissent un certain Jean-Marie Tjibaou, arrivé aux côtés de Jacques Lafleur. Un exploit accompli par Jean Lec, le maire de Nouméa, chaudement félicité par Michel Rocard, qui a sauté sur l'occasion pour s'adresser sans équivoque aux leaders du RPCR et du FLNKS. Je l'ai dit à Jacques Lafleur et à Jean-Marie Tjibaou dès le premier jour où je les ai rencontrés ensemble, mon souhait le plus cher est qu'en 1998, les populations de Nouvelle-Calédonie choisissent de rester dans l'ensemble français. Mais en même temps, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir et tout ce qui est de mon devoir pour que le droit constitutionnel, tel qu'écrit dans notre Constitution, à l'autodétermination, s'exerce librement, loyalement, équitablement, ce qui peut conduire à l'indépendance, mais dans la fidélité des confiances et non dans la rupture. Dernière scène forte de cette journée du Premier ministre en Nouvelle-Calédonie. On entonne la Marseillaise. Jean-Marie Tjibaou reste impassible alors que Michel Rocard chante l'hymne national. Jamais le Premier ministre n'avait exprimé aussi clairement qu'il ne s'opposerait pas à l'indépendance le cas échéant, et cela même si son cœur est contre. Bonsoir. Il s'agit
exclusivement de rétablir la paix en Nouvelle-Calédonie. C'est ainsi que tout à l'heure à la télévision, M. Michel Rocard a défini l'objet du référendum du 6 novembre prochain. Ce matin, le Conseil de ministres en a confirmé la date et on connaît désormais la formulation de la question qui sera posée aux Français. Tout de suite, écoutons un extrait de la déclaration de Michel Rocard. Oui, le 6 novembre prochain, votre voix sera la voix de la France. Les représentants de la Nouvelle-Calédonie l'ont souhaité pour disposer de la durée et de la stabilité nécessaires. Votre vote pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie sera à leur égard un geste de fraternité. C'est aussi l'intérêt de la France, sur ces rives lointaines du Pacifique Sud, où se jouent déjà les grands défis du prochain millénaire. Si, grâce à votre soutien, nous réussissons, nous, la France, réussissons dans cette entreprise, quel que soit le destin que nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie se choisiront dans 10 ans, la France restera présente et respectée dans cette partie du monde. Oui, vraiment, devant un pareil enjeu, celui de la paix civile, celui de la fraternité, celui du rayonnement de la France des droits de l'homme, comment peut-on hésiter? Je vous le redis avec force. Il s'agit dans cette consultation de la Nouvelle-Calédonie, de la paix sur le territoire, de son avenir réconcilié et de rien d'autre. Il ne s'agit pas de voter soit pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, soit pour son maintien dans la République française. Ce choix-là, ce sont nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie qui auront à le faire dans 10 ans, à travers un scrutin d'autodétermination selon la procédure prévue par notre Constitution et acceptée par la Charte des Nations Unies. Alors l'assassinat de Jean-Marie Djibaou, numéro 1 du FLNKS. Alors c'était l'homme des accords de Matignon avec Michel Rocard. C'est précisément ces images que nous allons revoir avec un commentaire de Roland Sicard et après nous parlerons de Jean-Marie Djibaou. Nous ferons un portrait de lui et les commentaires de Gilles Leclerc. Mais d'abord les accords de Matignon, c'était il y a quelque temps. Juin 1988, accord de Matignon, Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur, les deux ennemis irréductibles autour d'une table, l'amorce d'un processus qui devait déboucher vers la paix. C'était le début du dialogue. Depuis 15 jours, au terme de longues heures de négociations, les délégations de Nouvelle-Calédonie, conduites par messieurs Lafleur et Djibaou, ont ensemble donné leur accord à ce que l'État reprenne, pour les 12 prochains mois, l'autorité administrative sur le territoire de manière à garantir l'impartialité de l'action publique. La sécurité et la protection de tous doivent être assurées. Des actions de développement économique et social et de formation seront mises en œuvre, notamment pour les régions défavorisées. À l'automne, je proposerai à Monsieur le Président de la République, qui a suivi avec une extrême attention l'ensemble de ces conversations, que le peuple français soit consulté par référendum sur ces institutions nouvelles, afin qu'il apporte, lui, le peuple français, sa garantie la plus haute, la plus fiable, la plus durable. Dans 10 ans, par un nouveau scrutin d'autodétermination, c'est à nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie eux-mêmes qu'il appartiendra de choisir les voies et moyens de leur destin. J'ai le sentiment, après 15 jours de négociations, de travail, que nous avons réussi à comprendre, tous autant que nous sommes, que nous devions savoir donner, savoir pardonner. Et c'est ce que nous sommes parvenus à faire, je le crois, pour l'avenir. Choisir entre pouvoir travailler en sécurité et s'entretuer, je pense que les délégations étaient conscientes, c'était même émouvant parfois, et je pense que la Calédonie, même si pour les militants c'est un peu dur peut-être dans l'immédiat,
pense que l'avenir saura reconnaître que ces accords ont constitué un pas important. Des militants qu'il fallait encore convaincre et qui sont peut-être à l'origine de l'assassinat de Jean-Marie Djibaou. Selon les premières informations, des militants du FULK, l'une des composantes d'extrême gauche du FLNKS, serait à l'origine de l'attentat. Jean-Marie Djibaou avait 53 ans. Élection provinciale demain en Nouvelle-Calédonie. 91 000 Calédoniens sont appelés à élire leurs représentants aux provinces Nord, Sud et Île. 20 listes, 430 candidats au total pour un test grandeur nature après les accords de Matignon. Daniel Sportiello. La consultation du 11 juin en Nouvelle-Calédonie doit concrétiser une poignée de main historique. Celle qui mit face à face, le 26 juin 88 à Matignon, le leader indépendantiste, Jean-Marie Djibaou, et le chef de file des anti-indépendantistes, Jacques Lafleur. Pour le scrutin de demain, FLNKS et RPCR sont à nouveau face à face, un mois après l'assassinat de Jean-Marie Djibaou. L'enjeu, la majorité au Congrès du territoire, qui devrait revenir aux anti-indépendantistes, est un enjeu considérable. Les élus des 3 provinces, Sud, Nord et Île, prévus par les accords Matignon, auront en effet une autonomie politique et économique totale dès le 14 juillet, une date qui marque la fin de l'administration directe que l'État exerce depuis un an. Selon les prévisions établies, les indépendantistes devraient contrôler les provinces Nord et Île, minoritaires en siège, et le RPCR, la province Sud, autour de Nouméa. Seule réelle incertitude, l'attitude de la branche minoritaire du FLNKS, le FULK, qui s'oppose aux accords de Matignon et appelle à un boycott actif des élections. Le FULK a menacé de s'attaquer à des objectifs économiques et matériels pour faire échec au plan Rocard. Autre incertitude, Jacques Lafleur, contesté par ceux qui lui reprochent sa politique de la main tendue aux indépendantistes, gardera-t-il le contrôle des loyalistes au Congrès? S'il est désavoué, qu'en sera-t-il alors des accords de Matignon? Philippe Le Gorju, bonsoir. Bonsoir. Vous écoutiez attentivement ce soir tous nos reportages. Que pensez-vous de ce climat de violence? Je rappelle que vous êtes l'ancien commandant du GIGN. Oui, écoutez, ce climat de violence me rappelle et malheureusement des actes de violence que j'ai eu à connaître lorsque j'étais patron du GIGN. Actes de violence plus redoutables encore peut-être, puisque c'était des actes qui généralement emportaient la mort de certaines personnes. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est aussi une violence contre l'esprit. Et lorsque l'on en est à ce stade, on n'est pas loin de ce qu'on a pu connaître nous aussi. Alors Philippe Le Gorju, on vous a invité pour un livre que vous venez d'écrire, La morale et l'action, publié par les éditions Fixo. Je l'ai dit tout à l'heure, vous étiez le commandant du GIGN à 34 ans et vous avez été l'un des acteurs du drame d'Ouvéa. Alors votre livre se lit comme un roman, mais ce n'est pas un roman, c'est un récit de prise d'otage. Oui, je ne crois pas que ce soit uniquement un récit de prise d'otage. Je crois que j'ai voulu, au-delà des faits, essayer de voir comment on pouvait, à partir de règles morales que l'on peut s'imposer personnellement ou que l'on respecte dans la vie en société, on pouvait confronter ces règles à des phénomènes de violence comme ceux dont on vient de parler et à trouver des moyens à la fois techniques et moraux de résoudre ces problèmes de violence. Alors on vient sur l'affaire d'Ouvéa, Philippe Le Gorju, vous étiez bien sûr le commandant du GIGN, mais vous avez aussi joué un rôle très politique pendant ces événements. Non, à mon niveau, je ne considère pas que c'est un rôle politique. Lorsque vous avez à traiter une affaire de prise d'otage, vous essayez de la traiter dans sa globalité afin d'obtenir le meilleur résultat possible. Alors effectivement, vous prenez en compte les paramètres politiques et si vous vous apercevez à un moment ou à un autre du traitement de la crise qu'il faut aussi jouer d'une façon ou d'une autre sur le politique, eh bien vous le faites. Je crois qu'il ne faut pas avoir de regrets par rapport à ça. C'est pas ce que je considère c'est pas une attitude marginale ou désobéissante par rapport à des règles établies, c'est la volonté de prendre tous les moyens pour arriver à une solution de libération d'otages. Mais vous étiez très perturbé par la coïncidence entre ce drame d'Ouvéa et l'élection présidentielle. Mais l'élection présidentielle était, presque la cause de cette prise d'otage. C'est parce qu'il y avait élection présidentielle, très certainement, que les Mélanésiens ont décidé d'attaquer la brigade de Fayaoué et d'assassiner 4 gendarmes aussitôt après. Mais c'est tout de même vous qui avez tenu l'Élysée au courant. J'ai tenu au courant... C'est ce que vous dites dans le livre. Tout à fait. J'ai tenu au courant un homme à l'Élysée, c'est ce que je dis dans le livre. Cet homme s'appelle Christian Proutot. Il est le fondateur du GIGN. Et contrairement à ce qu'on a pensé, j'ai toujours cru que le gouvernement de l'époque informait normalement par les voies normales l'Élysée,
Ce que je voulais, c'est que le président, à travers Christian Proutot, ait vraiment une appréciation, j'allais dire presque psychologique et intimiste de la façon dont on pouvait résoudre le problème. Vous parlez souvent de violence dans votre livre, dans votre vie, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que la politique est quelquefois encore plus violente qu'on l'imagine et qu'elle se sert quelquefois? Non, enfin, j'ai pas vraiment cette impression. Moi aussi, aujourd'hui, à travers l'action qui a été la mienne comme chef du GIGN, j'ai établi une réflexion, et cette réflexion, c'est qu'il faut aider au contraire le politique à résoudre techniquement et en dehors de toute contingence, je ne sais pas si le mot est bien choisi, essayer de bien résoudre, de bien visionner la finalité de respect de la vie et de la mort par rapport aux acteurs des unités d'intervention comme celle que je commandais. C'est curieux, vous semblez à la fois lucide et un petit peu candide. Est-ce que vraiment la morale a sa place dans l'action et est-ce que vraiment la morale a sa place dans l'action politique? Je crois que la morale a sa place dans la vie tout court, quelle que soit la forme de cette vie. Merci Philippe Le Gorju. La Nouvelle-Calédonie ou l'histoire d'une fracture. Il y a 10 ans, Michel Rocard, qui était alors Premier ministre, réussissait à ramener le calme sur le territoire en faisant signer les accords de Matignon. Elsa Margou revient sur cette période tourmentée. Poignée de main historique entre Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur. Nous sommes le 26 juin 1988. Le FLNKS et le RPCR viennent de signer sous l'égide de Michel Rocard, alors Premier ministre, les accords de Matignon. Ils fixent le statut du territoire pour les 10 ans à venir, jusqu'à l'organisation d'un référendum local d'autodétermination en 1998. Pour la Nouvelle-Calédonie, c'est la fin d'un climat de violence qui avait culminé un mois auparavant à Ouvéa. L'assaut de l'armée contre les preneurs d'otages indépendantistes réfugiés dans cette grotte s'était soldé par plus d'une vingtaine de morts. D'où il est arrivé assez vite que si on se parlait pour arriver à des conclusions, il faudrait qu'elles aient la solennité non pas d'un accord du gouvernement de la France, mais du peuple français. C'est donc par référendum que sont ratifiés les accords de Matignon le 6 novembre 1988. Jean-Marie Djibaou et le numéro 2 du FLNKS, Yewene, paieront de leur vie le nouveau statut de l'île. Ils sont assassinés en 89 par un indépendantiste extrémiste. FLNKS et RPCR chercheront un compromis entre indépendance et autonomie au sein de la République jusqu'en 96. Et c'est seulement le 1er février dernier, après un accord portant sur des gisements miniers, que les négociations ont pu reprendre. D'ici 15 à 20 ans, les habitants de la Nouvelle-Calédonie seront appelés par référendum à dire oui ou non à l'indépendance. C'est la principale mesure qui découle de l'accord signé hier entre l'État et les partis de l'île des Antipodes. Olivier Caroff. La Nouvelle-Calédonie, État indépendant, les négociateurs n'en reparleront pas avant au moins 15 ans. Mais en attendant, l'accord conclu hier propose une souveraineté partagée à mi-chemin entre l'autonomie proposée par les Caldoches et l'indépendance réclamée par les Kanaks. Un texte que Lionel Jospin viendra signer dans quelques jours et sur lequel la population sera bientôt consultée. Nous avons signé un bon accord pour la Nouvelle-Calédonie et sa population. Nous sommes dans la suite de ce que les signataires des accords de Matignon avaient appelé au moment où ils ont signé les accords en 1988, le pari sur l'intelligence. Il y a 10 ans, c'est un référendum sur l'indépendance qui était prévu pour cette année. En échange de leur patience, les héritiers de Jean-Marie Djibaou ont obtenu une nouvelle organisation du pouvoir politique. L'île sera dirigée par un gouvernement collégial, l'identité kanak sera reconnue et affirmée. L'État n'aura plus à terme qu'à assurer l'ordre public, la justice et la défense des 200 000 habitants du Caillou. L'État va en plusieurs étapes progressivement donner à la Calédonie la plupart des compétences et ne conservera à la fin du processus que ce qu'on appelle les compétences régaliennes. Un engagement pris à une date hautement symbolique, 10 ans, jour pour jour, après le massacre de la grotte d'Ouvéa. 19 indépendantistes et 2 militaires avaient trouvé la mort lors d'une prise d'otage. On se souvient encore des affrontements sanglants de la tragédie d'Ouvéa qui avait opposé des gendarmes à un groupe d'indépendantistes kanaks. Vinrent ensuite les accords de Matignon sous la présidence de Michel Rocard. Depuis, la répartition des richesses de la Nouvelle-Calédonie a été mieux assurée entre Kanaks et Caldoches venus de métropole. Ce progrès a été sans aucun doute à l'origine de l'accord qui sera signé demain et qui prévoit pour une quinzaine d'années encore la souveraineté française. Benoît Duquesne, Dominique Merlin. Même parole, toujours le même pays, toujours les mêmes montagnes. Nous sommes à Vaud, dans le nord du territoire, et ce qui se noue ici par cet échange de paroles et de gestes coutumiers vaut bien plus que tous les contrats.
Les responsables des clans et des chefferies sont là pour concrétiser une entente et confier solennellement l'exploitation de leurs montagnes à une société minière. La SMSP, société kanak issue des accords de Matignon, qui s'allie au grand groupe canadien Falcon Bridge. Nous sommes avec vous. Mais c'est pour vous dire, attention, c'est nous qui sommes les gardiens. Et on ne peut pas faire n'importe quoi sur ces montagnes-là. Le nickel, c'est la grande affaire de la Calédonie, le préalable qui a failli faire retarder les accords de Nouméa. Source de pouvoir et de richesse, il a longtemps été la possession exclusive des Blancs avant d'être confié pour partie à la SMSP et à son directeur, Raphaël Pidgeot. C'est aussi le symbole de ce rééquilibrage tant recherché entre le Nord et le Sud, entre les Kanaks et les Blancs. C'est pas une revanche, c'est un juste retour de l'histoire. Parce que les Kanaks ont été déplacés, leurs droits ont été bafoués pendant un siècle. C'est un juste retour des choses de nous replacer au centre de ce dispositif. Car les Kanaks ont su tirer profit de ce cadeau qui leur avait été fait. Avec le nickel, ils ont multiplié les embauches, réinvesti dans le territoire, favorisé la création d'entreprises sous-traitantes comme celle-ci. Pascal Naouna est aujourd'hui à la tête d'une trentaine de salariés et de 8 camions. Il y a 10 ans, c'était l'un des durs des indépendantistes, de ceux qui organisent les barrages et attaquent les forces de l'ordre ou les caldoches. Les autres caldoches qui étaient dans les milices de Népouy à l'époque, maintenant ils ont des entreprises, tout ça. Et maintenant, nous, on travaille ensemble. S'ils ont besoin d'une pelle, je loue. La mentalité, elle évolue doucement. Et entre gens de brousse, on arrive à s'entendre. Et de fait, l'ambiance a changé. Non pas que les caldoches soient devenus indépendantistes, loin s'en faut, mais un certain respect mutuel s'est installé jusque chez les plus intransigeants d'entre eux, ces fameux caldoches de la brousse. J'ai lu dans un journal qui parlait de destin commun. Ça va être un destin commun. Il n'y a pas moyen de faire autrement. On ne bougera pas et eux, on ne pourra pas les foutre en l'air. Donc, on a tout intérêt à s'entendre. Et donc, ce destin commun, vous le voyez comment? Vous le voyez toujours dans la France? Tant que la France, elle veut rester, moi, je ne vois pas pourquoi on se séparer d'une bonne, disons le mot, d'une bonne vache laitière. Et travailler avec les Kanaks, vous y seriez prêt? Ah, ben bien sûr. Ah, mais tout à fait. Il va falloir qu'ils apprennent à travailler la terre comme nous, on a appris à travailler avec nos parents, qu'ils apprennent à la mettre en valeur. Au lieu d'avoir des hectares et des hectares comme on leur a laissé à l'heure actuelle et puis qu'il n'y a rien de fait dessus. Car France de Bien sait que le plus dur reste à faire et qu'en dehors du nickel et de sa manne redistribuée, en dehors de la province Nord et de ses 1200 fonctionnaires, en dehors des infrastructures cofinancées par l'État, les projets et les réalisations Kanak sont rares. Léopold de Jorédier le sait mieux que personne, lui qui préside la province Nord, passé le temps des aides et des subventions, la révolution Kanak reste encore à accomplir. On ne peut pas continuer demain dans une même nation pour tout le monde à dire, ben vous, les Kanaks, nous les Kanaks, nous on veut rester chez nous avec nos droits particuliers, nos statuts particuliers, nos réserves, et puis vous les Blancs, vous avez qu'à garder le droit commun. Ok, d'accord, les mêmes droits pour tout le monde, mais vous payez les impôts, nous on ne paye pas. Alors ça, c'est à changer tout ça, ça va prendre du temps, mais c'est ça la conscience nationale. Et au sud, Nouméa prospère. Bien sûr, la puissante société Le Nickel a dû se résoudre à perdre un peu de sa superbe au profit du Nord, mais pour le reste, les affaires vont bon train. En 10 ans, à coup d'aide fiscale, de confiance retrouvée et de dynamisme, la ville a explosé. On a construit des hôtels, attiré les touristes. L'argent de l'État ici aussi s'est déversé. Madame, monsieur, bonjour. L'image de la semaine, c'est la poignée de main de 3 hommes, Lionel Jospin, Jacques Lafleur et Roch Ouamitan. 3 mains croisées qui scellent l'avenir de la Nouvelle-Calédonie vers une plus large autonomie. Cette image restera le symbole d'une évolution négociée de l'État français et de ses anciennes colonies. Mais cet accord ne résout pas tout, car il n'a pas, vous allez le voir, la même signification pour tout le monde. Nathalie Nauzière. Je suis persuadé que dans 20 ans, les Calédoniens et les Calédoniennes choisiront de demeurer au sein de la République. L'indépendance, ce n'est pas pour dans 20 ans. Elle commence à se construire dès aujourd'hui. En signant l'accord de Nouméa, FLNKS et RPCR espèrent conforter leur position. L'objectif à long terme reste le même pour chacun, l'indépendance ou le maintien du lien avec la France. Un clivage qui semble se retrouver dans la population.
Au marché de Nouméa, lieu où se croisent des gens de toutes origines, on commente l'accord qui, dans l'ensemble, semble plutôt bien accepté. Mais que se passera-t-il dans 20 ans? Caldoches et Kanaks n'ont pas les mêmes réponses. On pourra, avec l'indépendance, on pourra gérer notre pays. Peut-être que la Calédonie va être indépendante, mais il faut d'abord préparer les hommes. C'est comme si on est à l'armée. Quand on va dans une guerre, il faut d'abord préparer les hommes pour aller sur le terrain. Pour être des hommes de demain. Moi, je suis Caldoche, 4 générations, descendant de Bagnard. D'un côté, pas des deux côtés. Un côté libre, un côté Bagnard. Moi, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Et puis, de toute façon, c'est nous qui allons décider. Donc, si on ne veut pas être indépendant dans 20 ans, on ne sera pas indépendant. Si ça devient indépendant, ça se passera comme dans tous les autres pays. Pays où ils sont indépendants, puis que maintenant ils regrettent, ça c'est sûr. Pour le moment, les deux discours coexistent. Dans 15 ou 20 ans, un référendum y apportera une réponse. En attendant, le FLNKS et le RPCR devront gérer ensemble leur pays avec les nouvelles compétences qui leur seront progressivement attribuées. Le vrai défi pour tous reste d'inventer un avenir commun.